Bonjour et bienvenue dans la quatrième séance de la séquence 8 du programme d'histoire des classes de quatrième consacrée à l'âge industriel. Comment l'industrialisation bouleverse-t-elle en profondeur l'économie et la société de l'Europe et du monde au XIXe siècle. Alors, après avoir planté le décor spatial et temporel de notre séquence, après avoir dessiné la carte et découvert la frise chronologique de la séquence, après avoir envisagé le progrès industriel sous l'angle artistique avec le visionnage du voyage vers la Lune de Georges Méliès, aujourd'hui place à un premier dossier thématique, ou plus exactement un exemple historique, dédié à l'entreprise Krupp, une saga de l'âge industriel. Grand D, l'entreprise Krupp, une saga de l'âge industriel. Alors, une saga, c'est un synonyme d'une épopée, c'est-à-dire une histoire riche, une histoire avec des rebondissements. Et véritablement, l'entreprise Krupp possède une histoire très riche, particulièrement au XIXe siècle. Et nous allons nous demander en quoi la naissance et le développement des usines Krupp dans la ville d'Essen et dans l'Allemagne est-il caractéristique de l'âge industriel et de ces pays noirs? Commençons, si vous le voulez bien, par faire connaissance avec le fondateur de ce qui deviendra au fil des années l'empire industriel Krupp et de ses successeurs. Alors, vous avez sur la gauche de la diapositive, vous avez un portrait en pied d'Alfred Krupp, qui fut probablement le plus important des dirigeants du groupe industriel, puisque c'est lui qui en a véritablement assuré le développement, le rayonnement. Mais néanmoins, il faut revenir à la genèse, c'est-à-dire aux origines. Et les origines, c'est une petite aciérie, une grosse forge, on va dire, familiale, qui ne compte que 7 employés, qui a été fondée par Friedrich Krupp et qui a installé cette grosse forge familiale à Essen, que je situerai plus précisément dans l'espace dans quelques instants et qui se trouve dans le royaume de Prusse. Donc c'est une toute petite entreprise qui aurait très bien pu d'ailleurs ne jamais se développer, et dans ce cas-là, vous n'en auriez jamais entendu parler. Mais en 1827, Alfred Krupp hérite de l'entreprise familiale et va la développer d'une manière exponentielle parce qu'il va profiter de l'industrialisation de l'Europe pour fournir à ses clients tout ce qu'ils souhaitent à base de fonte et d'acier, en particulier des locomotives, des rails, du matériel de chemin de fer et aussi des canons tout acier pour l'armée prussienne. Et cet homme-là a l'intelligence de développer une chaîne de production verticale qu'il contrôle totalement. C'est-à-dire qu'Alfred Krupp va se rendre compte qu'il est beaucoup plus confortable et beaucoup moins coûteux pour lui de posséder les mines
les mines de fer et les mines de charbon dont il a désespérément besoin pour fabriquer la fonte et l'acier. Et donc plutôt que de dépendre de fournisseurs qui fixeront leur prix, eh bien avec les bénéfices de son entreprise, il va acheter ses propres mines de charbon et de fer. Et petite entreprise devient grande puisqu'à sa mort 60 ans plus tard, en 1887, ces usines, non plus son usine mais ses usines, réparties sur plusieurs sites, emploient désormais 45 000 salariés. Autant dire qu'il ne connaît pas tout son personnel par son petit nom, alors que son père, avec ses 7 employés, devait les connaître tous personnellement. Son fils Friedrich Alfred, vous voyez qu'il a à la fois le prénom du père et celui du grand-père, lui succède de 1887 à 1902 et il continue d'agrandir l'entreprise en profitant des commandes croissantes de matériel de guerre à une époque où l'Europe se prépare à ce qui deviendra plus tard la Première Guerre mondiale. Autant dire que les marchands de canons avaient de l'avenir devant eux. Je vous ai dit que la forge familiale, qui est à l'origine de l'empire industriel Krupp, a été fondée par Friedrich à Essen. Alors Essen, si on regarde sur cette carte de l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale, vers 1900-1914, on voit que Essen est en Allemagne. Bon, en réalité, l'empire allemand étant né en 1871, de 1807 à 1871, c'est pas encore véritablement l'Allemagne, et Essen se trouve dans cette partie du royaume de Prusse qui se trouve détachée du reste du royaume, qui se situe dans la région du Rhin. En allemand, Ruhr, la Ruhr, c'est la Rhénanie, autrement dit la région du Rhin, ce fleuve qui part de la Suisse, qui ensuite s'écoule du sud vers le nord pour se jeter dans la mer du Nord. Et donc à hauteur du Rhin, vous allez avoir une région allemande, celle qui est en grisé, qui est une véritable mine de charbon, une véritable montagne souterraine de charbon. Et c'est la raison pour laquelle Friedrich va installer sa petite forge familiale à Essen. Par la suite, Alfred puis Friedrich Alfred vont développer l'entreprise à un point tel que les usines vont se multiplier. Mais 3 usines sur les 5 que compte le groupe en 1914 sont malgré tout situés dans cette Ruhr, dans cette Rhénanie, dans cette région du Rhin. Tout simplement parce que c'est là où on trouve le charbon, mais c'est aussi là où l'on trouve donc le fleuve du Rhin, par lequel va arriver le minerai de fer acheté par Krupp à la Norvège. Le minerai de fer arrive par la mer du Nord, arrive au port de Rotterdam, il est déchargé à Rotterdam des navires de haute mer et il est rechargé dans des navires à fond plat, qu'on appelle des péniches, qui redescendent du nord vers le sud, qui redescendent le cours du Rhin, et qui vont amener le minerai de fer jusqu'à Essen, jusqu'à Rheinhausen, Hannen, c'est-à-dire les usines du groupe Krupp. Ensuite, une usine va s'installer davantage à l'est, ce sera l'usine de Magdebourg à l'ouest de Berlin, et la dernière usine qui va s'installer, elle, à Kiel, on peut dire les deux, au bord de la Baltique. Ça s'explique parce qu'à Kiel, Krupp va fabriquer des navires tout acier. Et donc évidemment, le chantier naval, il vaut mieux l'installer au bord de la mer Baltique. Et d'ailleurs, c'est parce que Krupp installe ses chantiers navals à Kiel que la ville, le port, va devenir la base des navires de la Kriegsmarine, c'est-à-dire de la marine de guerre allemande.
tout est lié. Si nous regardons maintenant le graphique circulaire qui représente les effectifs de l'Empire industriel Krupp à la veille, plus ou moins, de la Première Guerre mondiale, eh bien, on se rend compte qu'on est très très loin des 7 employés de la forge familiale des origines, hein, puisque on a maintenant un effectif qui est estimé à peu près 60 000 ouvriers, et on se rend compte que les usines et les mines de charbon d'Essonne, c'est-à-dire le berceau originel du groupe, représentent 40 000 salariés, autrement dit l'écrasante majorité, hein, plus des 3/4 des effectifs du groupe. C'est-à-dire qu'au fond, Krupp, c'est Essonne. Après, les autres mines, les autres aciéries, c'est-à-dire les usines où on va fabriquer l'acier, en réalité, ce sont aujourd'hui ce qu'on appellerait des petites unités de production. Les chantiers navals de Kiel représentent 5000 salariés. Bon, évidemment, c'est un gros effectif, mais comparé aux effectifs d'Essonne, c'est 8 fois moins. Et finalement, l'acierie d'Annonne, à l'est d'Essonne, elle pèse pas lourd, hein, avec ses 1000 employés. Krupp est associé à Essonne comme Michelin, le roi du pneumatique français, hein, est associé étroitement à Clermont-Ferrand. Et comme nous aurons l'occasion de le voir plus en détail dans la seconde étude de cas, dans le second exemple historique dédié à Essonne la prochaine fois, la présence du groupe industriel Krupp est évidemment manifeste et évidente et ne passe pas inaperçue dans la ville d'Essonne et dans ses paysages. C'est très clair, hein, on le voit avec cette vue aérienne d'avant 1914. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une cheminée verticale, donc autrement dit une cheminée d'usine, tous les bâtiments gigantesques qui sont représentés sur cette gravure sont la propriété du groupe industriel Krupp. Et on peine à distinguer le reste de la ville, en fait. Et en réalité, quand le français Jules Huret analyse les effectifs du groupe industriel Krupp, hein, c'est le graphique circulaire qu'on vient de voir, et qu'il crédite l'acierie et les mines de charbon d'Essonne d'environ 40 000 salariés, en réalité il est assez loin du compte, parce qu'on sait par d'autres sources croisées que l'entreprise a même employé sur place jusqu'à 70 000 ouvriers en 1912. Et encore une fois, c'est parce que le berceau de l'entreprise est à Essonne, mais c'est aussi et surtout parce que c'est à Essonne et dans les environs immédiats d'Essonne que l'on trouve le charbon nécessaire à la production de la fonte et de l'acier. Les usines Krupp vont fabriquer tout, absolument tout ce que l'on peut concevoir à base de fonte et d'acier, mais le nom de Krupp restera pour l'éternité attaché à une production particulière, celle des canons. Et en fait, tout simplement parce que la petite armée prussienne, avec ses petits effectifs, a mené 2 guerres victorieuses, une en 1866, l'autre en 1870, contre 2 géants militaires européens de l'époque,
En 1866, ce sont les Autrichiens. En 1870, ce sont les Français. Et dans les deux cas, la petite armée prussienne, le petit David prussien, a terrassé le Goliath autrichien, puis le Goliath français. En très peu de temps, en une bataille contre les Autrichiens, la bataille de Sadowa, en quelques semaines pour la France, avec en prime l'invasion de la France par la Prusse. Et dans les deux cas, cela s'explique par la supériorité de la puissance de feu prussienne. Et cette puissance de feu prussienne, elle est obtenue par les canons Krupp, dont vous voyez des exemplaires lors d'une exposition qui se déroule à Philadelphie en 1876 pour les 100 ans de la déclaration d'indépendance américaine. Chaque pays qui est volontaire installe à ses frais un pavillon au nom de son pays. Et on aperçoit en haut à gauche Germanie en anglais, donc on est à l'intérieur du pavillon allemand. Et à l'intérieur de ce pavillon, qui est une vitrine du savoir-faire, des coutumes, qui est véritablement un résumé du pays, eh bien Krupp va être invité à présenter ses célèbres canons qui vont obtenir un grand succès populaire. Et il est probable que les généraux de l'armée américaine qui visitent l'exposition de Philadelphie auraient certainement rêvé de pouvoir s'offrir des canons prussiens, canons allemands Krupp. Mais Krupp produit aussi beaucoup de matériel de chemin de fer, matériel ferroviaire, des rails, parce que Krupp, mieux que les autres à l'époque, sait fabriquer l'acier inoxydable. C'est-à-dire ce métal qui ne rouille pas, qui est extrêmement résistant et qui ne casse pas. Et en plus, Krupp fait d'une pierre deux coups, parce que quand il fabrique des locomotives pour transporter dans ses propres usines le charbon et le minerai de fer, et bien finalement il est gagnant, parce qu'il fabrique des machines, du matériel dont il est le premier à se servir, mais évidemment gratuitement. Et il faut bien des chemins de fer pour relier les ateliers, les usines, qui couvrent un espace gigantesque à Essen, puisque dans le texte, on vous dit que 7200 machines-outils produisent du matériel de toute nature, et que le chemin de fer relie sur 150 km de voies les ateliers d'Essen. Donc on a vraiment affaire à une ville gigantesque. Une ville gigantesque à la mesure du gigantisme atteint par l'entreprise industrielle Krupp. Vous apercevez sur la photographie de droite les cheminées verticales des hauts fourneaux dans lesquels on fabrique l'acier, mais vous apercevez aussi à gauche et à droite des deux cheminées verticales, on aperçoit aussi des chevalets de mine dans lesquels on extrait le charbon, et les chevalets de mine, si vous habitez Noyant ou Châtillon, ce sont des paysages industriels miniers qui vous sont très familiers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que mieux que les autres, et avant les autres, Krupp se met à fabriquer l'acier inoxydable. Et bien tout simplement parce que au départ, l'entreprise Krupp, comme ses concurrents, elle sait fabriquer de la fonte. C'est pas très compliqué de fabriquer de la fonte, il faut du charbon porté à très haute température, donc chauffé, avec du minerai de fer. Ça, tout le monde sait faire.
Bon, le problème, c'est que la fonte, c'est un métal qui est cassant, qui est assez peu résistant. Pour fabriquer de l'acier, eh bien, il y a un secret qui va être percé par un ingénieur qui s'appelle Bessemer, un ingénieur britannique, je crois, qui va vendre son secret de fabrication à Krupp. Et ce secret de fabrication portera le nom de procédé Bessemer ou de convertisseur Bessemer, une sorte de hotte qui va permettre de porter la température du mélange charbon-minerai de fer à une température telle que la fonte se transforme en acier. Et là, pour Krupp, c'est véritablement le jackpot, parce qu'il obtient un métal beaucoup plus solide et qui, évidemment, va être un progrès technique majeur que les clients vont s'arracher au prix de l'or. Alors, on a une description, toujours grâce au français Jules Huret, on a une description du travail tel qu'il était conçu à l'intérieur des usines Krupp d'Essen. Et vous allez voir qu'il y règne une rigueur toute militaire. On pourrait croire la description d'une caserne de soldats au garde à vous. Le matin à 6 heures, on entend sur le pavé résonner les pas d'une foule compacte, se dirigeant de la ville vers les ateliers. Arrivé à l'une des 6 portes, chaque ouvrier remet dans une boîte un jeton de métal indiquant son numéro. Et oui, c'est la preuve qu'il est venu travailler, et surtout qu'il est venu travailler à l'heure. Parce que si l'ouvrier ne vient pas travailler, ben évidemment il n'est pas payé. Mais s'il arrive en retard, si la boîte a été relevée avant qu'il ait eu le temps de mettre son jeton dans la boîte, eh bien il paiera une amende qui peut correspondre pratiquement à sa journée de travail. Donc l'ouvrier, il n'a pas intérêt à arriver en retard. Et s'il arrive en retard plusieurs fois de suite, il risque tout simplement d'être renvoyé. Chez Krupp, comme chez les autres industriels, on ne plaisante pas avec le règlement intérieur, on ne plaisante pas avec la discipline. D'autant qu'en plus, c'est un métier de fondre de l'acier qui est extrêmement dangereux. Les ouvriers employés à la fonderie d'acier ont besoin de qualités particulières, de force et d'adresse, qui limitent beaucoup le nombre de personnes capables de ce travail. La maladresse et l'inattention peuvent occasionner des pertes graves à l'établissement et causer à l'ouvrier lui-même ou à ses voisins des blessures douloureuses, peut-être mortelles. C'est-à-dire que, comme le montre la photo de gauche, l'acier sort de la fusion du charbon et du minerai de fer à l'état liquide, ce qui va permettre de le mouler, littéralement. On va mouler l'acier et lui donner la forme que l'on veut. Donc l'acier liquide va s'écouler dans des pots en terre cuite, dans des moules qui peuvent par exemple avoir la forme de rails de chemin de fer. Au premier plan de la photo, on aperçoit justement des moules destinés à recevoir le métal en fusion. Donc ça éclabousse, c'est un métal qui est porté à plus de 1000 degrés, et donc évidemment on peut être brûlé. Si jamais un ouvrier tombe dans le métal en fusion, il va être brûlé vif, et c'est le genre d'accident qui arrive. C'est très dangereux, et en plus ce que ne suggère pas la photo, parce que faut le vivre, il faut s'en rendre compte, c'est que il fait une véritable fournaise, c'est des températures qui sont très élevées, et les ouvriers sont habillés très légèrement à cause ne serait-ce que de la chaleur, et évidemment leurs vêtements ou le peu de vêtements qu'ils ont sur eux ne leur offre aucune protection en cas de projection d'acier liquide. Cette armée de fondeurs, forgerons, mécaniciens, chaudronniers, potiers, tiens, potier, pourquoi potier? Ah ben oui, pour fabriquer les moules destinés à donner la forme à l'acier liquide.
et le laisser refroidir. C'est en refroidissant que l'acier va durcir. Bon, mais du coup les moules s'usent très vite, hein, parce que l'acier endommage les moules, donc il faut les remplacer, et on passe son temps à faire des moules à usage quasi unique. Donc il faut beaucoup de potiers. A pour chef une cinquantaine d'ingénieurs, parmi lesquels des chimistes et des officiers d'artillerie. Et oui, l'armée prussienne a détaché auprès des usines Krupp, je vous rappelle que Krupp c'est le principal fournisseur de l'armée prussienne, et l'armée prussienne c'est le principal client des usines Krupp, eh bien des officiers d'artillerie, parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils attendent d'une arme et pour tester les armes, pour voir si les armes répondent à leurs attentes. La division commerciale occupe au moins autant d'employés, sans compter les représentants de commerce que la maison Krupp entretient dans les principales places de l'Europe. Et bien oui, Krupp a un client de choix, qui lui fait jamais défaut, c'est l'armée prussienne, mais Krupp n'a pas que l'armée prussienne comme client, et le souci de quelqu'un qui fabrique des rails de chemin de fer, etc., c'est ensuite de les vendre. Parce que produire c'est bien, mais si les stocks vous restent sur les bras, vous allez faire faillite. Donc Krupp, le géant de l'acier Krupp, est condamné à trouver toujours plus de clients. Et du coup, l'Allemagne ne suffit pas, l'Europe ne suffit pas. Krupp est condamné, si je puis dire, à se trouver des clients dans le monde entier. Un peu comme Apple aujourd'hui. La division du travail est donc double chez Krupp. D'abord, on divise les salariés en fonction de leur métier. Les ouvriers fondeurs, les potiers, etc., etc. Il y a une spécialisation du travail. La deuxième manière de diviser le travail chez Krupp, c'est ensuite le respect de la hiérarchie. L'ouvrier obéit au contremaître, le contremaître obéit à l'ingénieur. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas au même niveau ni de responsabilité, ni évidemment de salaire. Il y a donc une double division du travail en fonction du métier et en fonction du rang de chacun dans le métier. C'est valable chez Krupp, c'est valable dans toutes les usines dans le monde à l'époque. Quelque chose en revanche que l'on ne rencontre pas partout dans toutes les usines d'Europe et du monde du XIXe siècle, c'est ce que l'on appelle la pratique du paternalisme industriel. Parce que le paternalisme, on ne va le trouver que dans les grandes entreprises de la taille de l'allemand Krupp ou du français Schneider ou Michelin par exemple. En quoi consiste le paternalisme? Eh bien, vous en avez eu une idée avec la photographie que vous avez sous les yeux. À une époque où l'école, on est bien avant 1914, la photographie doit dater, je pense, des années 1880, 90, peut-être 1900. À une époque où l'école n'est pas encore forcément obligatoire pour tous, surtout pour les plus pauvres, puisque l'école publique obligatoire en France, c'est les années 1886 à peu près, 85-86. Eh bien, un fils d'ouvrier avait la chance de pouvoir recevoir un enseignement de qualité dans les écoles Schneider, et un fils doué pouvait nourrir l'ambition de devenir davantage qu'un ouvrier, pourquoi pas même devenir un ingénieur. Et il n'est pas rare de voir des fils donner des ordres au père, parce que le père est resté un ouvrier, alors que le fils, lui, a profité de l'ascension sociale
que permettait le groupe ou Schneider. Et là, c'est un des aspects de ce qu'on peut appeler le paternalisme, hein, sachant que le paternalisme, c'est la définition, vous l'avez dans le texte sous la photographie, quand il est écrit que Krupp est l'une des premières entreprises à user de paternalisme envers leurs ouvriers sur lesquels elles exercent une autorité apparemment bienveillante, comme un père vis-à-vis de ses enfants. Voilà, c'est ça la définition. Exercer une autorité bienveillante sur ses ouvriers, les aimer comme un père doit aimer ses enfants, et c'est ainsi que Krupp mettra en place des écoles, des crèches, des cités ouvrières, des terrains de sport. Et oui, par exemple, la famille Agnelli, qui est à l'origine du groupe italien automobile Fiat, va inciter ses ouvriers à pratiquer le football. On est à l'origine du club de foot actuel de la Juventus de Turin, parce que pendant que l'ouvrier s'intéresse au sport, pratique le sport, eh bien, il évite de faire de la politique, il évite de céder à la tentation de se syndiquer, d'adhérer aux idées marxistes, socialistes, communistes. Je vous expliquerai ce que ça veut dire lors d'une prochaine séance. Et donc, ça évite après que l'ouvrier se mette en grève, réclame des augmentations de salaire, etc. Et pour l'ouvrier, bénéficier de soins gratuits pour lui et pour sa famille, à l'époque, c'est-à-dire avant 1914, c'est pas un droit, c'est un véritable privilège. Vous avez des photographies qui remontent aux années 1960, hein, là on n'est plus avant la Première Guerre mondiale, mais vous avez l'hôpital Krupp. Vous avez un dentiste à l'œuvre qui travaille pour le groupe Krupp, et donc le dentiste est payé par l'entreprise pour soigner le personnel et les familles du personnel à titre gratuit. Le dentiste est payé non pas par les ouvriers, mais par l'entreprise. Et mieux encore, Krupp va mettre sur place ce qu'on pourrait appeler la sécurité sociale à la française, sauf que la sécurité sociale à la française, il faudra attendre 1945 pour qu'elle apparaisse en France. Krupp a pratiquement un siècle d'avance. Et l'autre grande différence, c'est que la sécurité sociale est financée par l'État, alors que, enfin indirectement par l'État, alors que là c'est l'entreprise elle-même qui finance sur ses fonds propres, sur ses capitaux, un système de caisse, parce qu'au fond c'est ça la sécurité sociale, caisse de prévoyance, caisse d'épargne, c'est-à-dire qu'on va obliger les salariés à mettre de l'argent de côté, en prélevant une partie de leur salaire pour le mettre dans une caisse d'épargne, pour leur permettre de pouvoir envisager l'avenir sereinement, au lieu que l'ouvrier aille bêtement boire son salaire au cabaret du coin, comme c'est trop souvent le cas à l'époque, parce que vu la dureté des conditions de vie et de travail, l'alcoolisme fait des ravages dans le monde ouvrier à l'époque. Eh bien, chez Krupp, on a trouvé la solution. L'argent ne sera pas bu, il sera mis de côté, il sera épargné. On vient de voir aussi que travailler chez Krupp peut être extraordinairement dangereux, on peut y laisser sa vie, et donc c'est une assurance extraordinaire pour la veuve et l'orphelin de se dire que s'il arrive malheur à l'ouvrier, l'entreprise Krupp versera une indemnité à vie pour la famille. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'époque dans les petites entreprises. Krupp et quelques autres, comme les frères Michelin en France, ou Schneider, le concurrent direct de Krupp en France, sont des patrons qui justement soignent leur personnel. C'est ça le paternalisme. Alors on peut en tirer la conclusion que l'entreprise Krupp fait preuve d'une générosité extrême vis-à-vis de ses salariés.
Oui, on peut le voir comme ça, mais il faut se demander réellement pourquoi l'entreprise Krupp se montre-t-elle aussi généreuse, aussi dépensière envers ses salariés. Ben, il y a une raison, c'est que, comme vous l'explique la suite du texte, ce réseau d'institutions, c'est-à-dire les différentes caisses financées par l'entreprise Krupp, mais aussi les œuvres sociales, les bibliothèques, les écoles, etc. Tout cela permet aux ouvriers de l'entreprise Krupp de bénéficier d'avantages incontestables et rares pour l'époque. Mais la logique du paternalisme de Krupp a aussi pour but de créer une véritable dépendance entre l'ouvrier et son entreprise. C'est-à-dire que l'ouvrier, une fois rentré dans l'entreprise, il ne peut plus la quitter sans perdre tous les bénéfices qui lui sont associés et qui lui sont nécessaires pour faire vivre sa famille. C'est-à-dire que si l'ouvrier perd son emploi parce qu'il arrive en retard, parce qu'il travaille mal, parce qu'il est ivre sur son lieu de travail, c'est pas les motifs de renvoi qui manquent à l'époque. Donc si l'ouvrier perd son emploi, il va aussi perdre le logement, parce qu'en général, le logement fait partie du travail. On vous retient une petite partie de votre salaire pour payer le loyer de votre logement dont l'entreprise est propriétaire. Donc, l'ouvrier qui perd son travail perd son logement, sa famille se retrouve à la rue, mais tous les avantages associés aussi disparaissent. Fini le médecin gratuit, fini la bibliothèque gratuite, fini l'école pour permettre à l'enfant d'espérer être autre chose qu'un ouvrier plus tard, etc., etc. Même chose si l'ouvrier se met à jouer les fortes têtes, à revendiquer des augmentations de salaire, pousse ses camarades à faire grève, c'est un motif de licenciement. Donc, si l'ouvrier veut bénéficier de la générosité de Krupp, l'ouvrier a intérêt à se tenir à carreau. Et vous voyez, quand je vois cette photographie d'Alfred Krupp, photographie ô combien classique, d'un homme très satisfait de lui-même, en tenue d'équitation là, avec des bottes au cuir brillant, qui tient une canne à la main, mais c'est aussi une cravache, celle qui va lui servir à fouetter le cheval pour le faire accélérer. Et la cravache, c'est aussi le symbole de la domination, c'est-à-dire que il ne faut surtout pas tenir tête à Krupp, il ne l'accepte pas. Et il est prêt à licencier tous les ouvriers qui refusent de se plier à ses ordres. Parce que vous comprenez que quand vous êtes le principal employeur d'une ville, que vous employez des dizaines de milliers d'ouvriers, que vous êtes quasiment l'unique employeur de la ville, et bien vous êtes en position de force. Et vous en profitez. Et au fond, le paternalisme n'est pas si généreux que cela. Sans attendre la fin de la séance, nous allons d'ores et déjà faire l'exercice que je vous propose, qui va nous permettre de distinguer les 3 premiers dirigeants de l'entreprise Krupp, donc le fondateur Friedrich, le successeur Alfred, et Friedrich Alfred, le petit-fils, qui porte à la fois le prénom de son père et de son grand-père. Et je vais vous demander, fort des documents que nous venons d'étudier et aussi de ce que je vous ai dit et expliqué, je vais vous demander de rendre à Friedrich Krupp ce qui lui appartient, à Alfred ce qui lui revient, et à Friedrich Alfred ce qui restera. C'est-à-dire que je vais vous demander de lire chacune des cases des 3 colonnes du tableau ci-dessous, et je vais vous demander de colorier chacune de ces cases soit en jaune, soit en rouge, soit en vert. Réfléchissez bien, et je vous dis à tout de suite pour le corriger. Mettez-moi en pause, sur pause, le temps de faire tranquillement l'exercice, ça va de soi.
Alors, Friedrich Krupp, c'est lui qui dirige l'entreprise de 1811 à 1827. À l'époque, la firme ne compte qu'une seule usine, une petite forge familiale de 7 ouvriers en tout et pour tout. Il a la nationalité prussienne à l'époque puisque l'Allemagne n'existe pas encore. Il produit de la fonte et de l'acier fondu de faible qualité, comme les concurrents au fond, hein. Et en fait, il produit surtout des objets en fonte. Alfred, celui qui va révolutionner l'entreprise, pendant les 60 années qu'il va occuper à la direction du groupe, de 1827 à 1887, va faire passer la firme, l'entreprise si vous préférez, de 1 à 5 usines. Il va finir par acquérir la nationalité allemande puisque la Prusse devient l'Allemagne en 1871. Avec lui, l'entreprise grossit au point d'atteindre un effectif de 45 000 ouvriers mineurs. Et il va produire de l'acier grâce au convertisseur Bessemer. Et il va faire fortune en fabriquant des rails de chemin de fer et surtout des canons. Quant à Friedrich Alfred, lui, il va diriger l'entreprise à la mort d'Alfred jusqu'en 1902. Avec lui, la firme va compter 7 usines. C'est un industriel allemand. Avec lui, les effectifs vont encore continuer d'augmenter pour atteindre l'effectif de 70 000 ouvriers mineurs. Comme Alfred, il va produire de l'acier grâce au convertisseur Bessemer. Et il va fabriquer les mêmes produits que son père, mais on va y rajouter les coques de navires tout acier, puisque c'est lui qui installe le chantier naval à Kiel sur la Baltique. Ah, on est loin des modestes débuts de l'entreprise de Friedrich. Le repère chronologique du jour associé à notre séance, c'est 1827-1887, autrement dit les 60 années pendant lesquelles le Prussien devenu allemand Alfred Krupp devient tout simplement le roi de l'acier européen, depuis le berceau de l'entreprise que constitue la ville d'Essen et que nous étudierons plus en détail dès la prochaine fois. Voilà, nous arrivons au bout de notre séance, au bout de notre étude de l'Empire Krupp, une saga de l'âge industriel. Donc je vous invite à lire, à méditer, à apprendre la leçon qui se trouve maintenant sous vos yeux et qui reprend à peu près tout ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Je vous en souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage, et je vous dis à bientôt pour découvrir Essen, la ville de Krupp, un pays noir de l'âge industriel. À bientôt!